Et nous sommes à présent avec Pierre Bismuth, directeur général et responsable des gestions chez Myria AM. Bonjour Pierre. Bonjour Nicolas. Bon alors pas mal d'actualités économiques ces dernières semaines en Europe, mais également aux États-Unis. On commence par quoi? Par l'Europe, par l'Italie peut-être? Par l'Italie, pourquoi pas? Ce fameux budget retoqué par la Commission européenne qui du coup fait grincer des dents. L'Italie a même accusé la Commission européenne de défaillance technique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On ne sait pas trop, on sait pas très bien où on en est. Ce qui est sûr, c'est ce qu'on peut constater en fait, c'est que le budget entre juin et novembre a considérablement évolué, et donc on est passé d'un bénéfice structurel sur les dépenses publiques à plus 0,6 à un déficit structurel de moins 1,4% du PIB, et c'est ça qui fait grincer des dents la Commission européenne. Donc on est dans un bras de fer. On pense que ça va pas aller très loin, on va avoir beaucoup d'invectives comme d'habitude en Europe. La Commission peut difficilement faire grand chose à part donner une amende, mais qui sera-t-elle payée? Nous-mêmes, la France, on était en procédure de déficit excessif pendant 9 ans. C'est en tout cas plus un risque, on va dire, idiosyncratique sur l'Italie, qui est en train de se décrédibiliser sur les marchés financiers, plus qu'un risque d'Italexit ou de... Donc on est vraiment dans l'annonce, c'est-à-dire on dit votre budget ne correspond pas, on peut potentiellement vous donner une amende, mais bon, à voir si ça a un impact. Mais le vrai sujet, c'est quand même la performance de la place financière de Milan et la capacité de l'Italie à se refinancer sans la Banque Centrale Européenne qui va arrêter son queue. Donc c'est un coup de poker des Italiens, on ne comprend pas bien où ils veulent en venir. Bon, c'est une sorte de populisme, mais pour l'instant ça ne marche pas. Ah ben non, mais de toute façon ça ne peut pas marcher. En fait, ça ne peut pas marcher. Les investisseurs sont plutôt rationnels, donc ça ne peut pas marcher. On ne peut pas dire on va laisser filer la dette publique alors qu'on est à 130% du PIB et créer un revenu universel alors qu'on n'a pas d'argent. Ça c'est impossible, ça ne peut pas marcher financièrement. Donc je ne sais pas ce que cherche le gouvernement italien. En tout état de cause, ça offre des opportunités puisque l'Italie à court terme a un rendement positif, ce qui est quand même assez rare sur les marchés. Comme on ne pense pas que l'Italie fasse défaut dans les 6 mois, nous on en a profité pour placer des liquidités à un taux positif. Hormis cela, hormis créer des opportunités de marché, notamment sur le court terme, on voit difficilement où le gouvernement veut en venir. Alors ça c'est la situation italienne. Il y a une autre situation préoccupante, ou en tout cas dont on parle beaucoup en Europe, c'est la situation du Royaume-Uni, le fameux Brexit. On en a moins parlé ces dernières semaines parce qu'on était très centré sur les États-Unis. Là ça revient sur le devant de la table. Bon, on ne sait pas trop quoi en penser, on nous a dit que c'était réglé ou presque, finalement c'est plus réglé. On sait pas si finalement il faut travailler sur un scénario où en fait il n'y aura pas de deal, le fameux scénario no deal, ou si ce sera un Brexit dur. Quelle est votre analyse de tout ça avec un petit peu de recul? Alors en tout cas, moi en écrivant la vision des marchés, j'ai repris un peu tout ce qui était passé, ce qui avait été publié par la presse depuis septembre, et c'est exactement ce que vous décrivez, c'est-à-dire qu'un jour on a un deal, un autre jour on n'en a pas. Bon, nous notre scénario c'est véritablement que le deal sera annoncé dans la nuit du 28 au 29 mars 2019, date butoir, et qu'on aura un deal possiblement à minima, en se laissant du temps, comme d'habitude en Europe, on aime beaucoup les psychodrames, et je pense que ça sera à peu près logiquement ce qui devrait se passer, puisqu'on n'a jamais vu un deal européen annoncé 5 mois auparavant. Bon, il y a une frontière qui pose problème. Maintenant, personne ne veut que le Royaume-Uni ait une récession dramatique, et personne ne veut être responsable de cela. Donc, je pense que on finira par trouver un consensus. On finira par trouver un consensus. Exactement. L'année prochaine, l'année d'après. Moi, je pense qu'on aura un deal à minima au minimum, mais vraiment dans la nuit, dans la dernière nuit avant le 29 mars. Vraiment, je vois pas comment on peut avoir. Donc, on nous annonce un deal, mais finalement, pas pour tout de suite. On devait convoquer un sommet extraordinaire qui n'est pas convoqué. Enfin, très honnêtement, c'est impossible à suivre. Et puis Michel Barnier dit du coup, on va recommencer les négociations, on va essayer d'aller encore plus loin. Enfin, c'est... Ouais, alors comme on n'a pas la maîtrise de cet événement, il vaut mieux l'évacuer. On a bien vu que quand on essayait de maîtriser un événement pour lequel on n'avait pas de
fondamentaux, ça se passait généralement mal. Donc évacuons le problème, on verra bien quand il se posera, mais pour l'instant c'est pas un sujet, ça n'a pas l'air d'être un gros sujet sur les marchés financiers, puisqu'on a la livre sterling qui est finalement très encadrée par rapport à l'euro, et on a des obligations anglaises qui sont finalement assez stables. Donc pour l'instant c'est le marché pense. Donc c'est pas une inquiétude pour les investisseurs aujourd'hui cette incertitude. Pourtant Dieu sait qu'ils aiment pas ça, mais là dans ce cas-là c'est pas. Mais en fait le vote a déjà eu lieu, donc bon, on est sur une piste de résolution. Pour l'instant, en tout cas, on peut rien voir de dramatique sur les métriques financières du Royaume-Uni. Après, sur la croissance, c'est autre chose, hein, mais pour les métriques financières, pour l'instant, il n'y a pas de sujet. Alors toujours en Europe, sujet dont on parle moins, c'est la Suède. La Suède, ils ont du mal depuis plus de 2 mois à former un gouvernement. Et ça ne pose aucun problème au marché, si ce n'est que très curieusement, la couronne suédoise reprend des couleurs par rapport à l'euro. Il semblerait que les marchés cette année ont véritablement voté extrême, hormis en Europe, hein, puisque on a vu que l'Italie c'était pas formidable. Mais quand on regarde les élections aux États-Unis ou quand on regarde les élections brésiliennes, on voit que les marchés aiment pouvoir extrêmement fort. Les pouvoirs forts arrivent au pouvoir et les marchés applaudissent. Voilà. Il se trouve que le gouvernement suédois est introuvable et que la couronne suédoise en profite. Bon, attendons de voir, mais il ne faudrait pas que ça soit une nouvelle épine dans le pied de la communauté européenne. Et alors justement cette communauté européenne, ce sera la fin du quantitative easing en décembre bientôt, c'est annoncé. Enfin sauf si et on se laisse toujours la possibilité de voir si finalement on peut, si les perspectives changent et où du coup on viendrait soutenir l'économie. Qu'est-ce qu'on peut en penser les marchés? Ils aiment ça, ce fameux fin quantitative easing, parce qu'on a l'impression que d'un côté c'est une bonne nouvelle, mais de l'autre, on n'aime pas trop quand la bonne nouvelle arrive. C'est pour ça que le président de la Banque Centrale Européenne est extrêmement souple dans son discours. Il dit mais on peut revenir en arrière si véritablement les conditions se durcissent. Donc c'est plutôt un risque positif, hein, puisqu'on sort enfin de l'assistanat financier sur les marchés. Maintenant, c'est vrai que la réduction... Ça fait 10 ans presque. Chez nous, ça fait depuis 2015 qu'on a un quantitative easing en Europe. Hein. Alors après, c'est vrai que la Fed a été extrêmement proactive après 2008, mais disons que c'est une amorce de normalisation. On voit bien que la normalisation aux États-Unis n'empêche pas Wall Street de produire des records. Là, on tremble un peu parce que ça restreint optiquement la liquidité. Maintenant, c'est un risque qui est plutôt positif, comme quoi donc on sort de cet assistanat financier tout en ayant quand même l'assurance d'un Draghi's put, comme on avait coutume de l'appeler depuis 2012. C'est-à-dire que si vraiment ça va mal, on peut remettre les gaz et réoxygéner les marchés. Donc on prépare en tout cas les marchés à cette idée-là, puis ça peut arriver comme effectivement on se laisse la possibilité de dire finalement ce sera peut-être un petit peu plus tard. Ouais, sachant que c'est quand même extrêmement doux, puisque on a quand même des taux qui doivent rester entre 0 et moins 0,40 selon les taux directeurs jusqu'en septembre 2019. Donc c'est vraiment une normalisation très progressive. Alors ceux qui se normalisent aussi, c'est les États-Unis, eux, à un rythme un peu plus fort. D'ailleurs, la Fed avait annoncé qu'elle relèverait encore son taux en décembre. Il y avait eu un petit doute parce que Donald Trump avait eu cette phrase en disant dès qu'on fait quelque chose de bien, en parlant de Jérôme Powell, il nous relève les taux. Finalement, jeudi dernier, elle a dit qu'elle relèverait ses taux et qu'elle ne changerait pas, soutenue par tous les gouverneurs de la Fed. Donc là, c'est lancé, c'est parti, quoi. On relancera encore en 2019. Excellente nouvelle, encore une fois, véritablement. La Fed redonne des marges de manœuvre aux États-Unis, et puis la vigueur de l'économie américaine fait qu'elle a totalement les moyens de relever les taux. Moi, ce que je trouve encore plus encourageant sur la Fed, c'est son discours, parce que tout le monde redoute depuis 2016 une fin de cycle, et si la Réserve fédérale nous annonce qu'elle peut continuer à monter ses taux en 2019 et que la prévisibilité de l'économie est assez forte jusqu'en 2020, on voit difficilement pourquoi on jouerait une récession en 2019 aux États-Unis. En tout cas, à l'heure actuelle. Avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Ouais. Exactement. Donc moi, je trouve que le discours de la Réserve fédérale est extrêmement constructif sur l'économie, et ça donne quand même un certain espoir sur un rebond possible des marchés financiers. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à d'autres montées de taux de la Fed en 2019 ou 2020 ?
Ah oui, je pense que le marché d'ailleurs est totalement dans cette logique. Pour l'instant, intégré là, c'est complètement intégré. On a 2 hausses de taux qui sont complètement intégrées en 2019 et surtout c'est qu'on voit bien que les forward guidance fonctionnent à plein régime et que le marché est au diapason de la Réserve fédérale. Tant qu'on marche main dans la main, après l'aspect politique, c'est normal que Donald Trump soit pas content, mais à la limite il y a une séparation des pouvoirs qui est assez salutaire et là les marchés vraiment fonctionnent main dans la main avec la Fed et c'est métronomique. Alors justement sur le côté politique, il y a eu les élections de mi-mandat aux États-Unis, les démocrates ont repris la Chambre des représentants, donc c'est ni une victoire des républicains ni une victoire des démocrates. Par contre Donald Trump va devoir composer tout simplement. Oui, mais c'est assez idéal parce que en fait ça se passe toujours mal pour le président en exercice les élections de mi-mandat. Là, ça s'est plutôt moins mal passé que redouté. Donc finalement, les réformes structurelles ont été faites avant ces élections. Honnêtement, on est plutôt serein sur le fonctionnement politique des États-Unis qui est à des années-lumière de notre fonctionnement. Hein. C'est toujours plein de compromis et c'est pas parce qu'on doit composer que ça n'avance pas. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. Mais alors, du coup, le lendemain de cela, il y a ce feuilleton depuis plusieurs mois, c'est la fameuse guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le lendemain, on lisait la presse, on se rendait compte que certains disaient que Donald Trump pourrait quand même passer en force s'il le voulait, d'autres disaient qu'il allait devoir composer. Quelle est votre vision sur le sujet? Moi, je pense que Donald Trump, ce qu'il veut, c'est consolider les États-Unis, donc avec son fameux slogan America First, et c'est exactement ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé. Là, il se dit, j'ai 500 milliards de déficit commercial, si je rapatrie, si ce n'est 200 milliards, j'ai 1% de croissance en plus. Et en plus, je lutte contre le chômage de mon électorat. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont mal formés un peu partout hein, dans le monde. La formation, c'est véritablement l'enjeu. Et on a une inadéquation des ressources humaines avec les nouvelles technologies, en tout cas la nouvelle manière de travailler. Et lui, ce qu'il essaye de faire, hein, c'est finalement repousser en fait l'échéance à laquelle les gens devront finalement se transformer leur formation. Bien sûr. Donc c'est de bonne guerre. Je pense qu'ils s'entendent finalement pas si mal avec le président Xi et ils se comprennent finalement. Ils se comprennent. Ils protègent leur territoire tous les deux. Exactement. Et à mon avis, on devrait sortir par le haut. Et en plus que Donald Trump imagine, et a raison, on voit bien partout sur la planète avec la montée des populismes que une économie très libérale et libéralisée à outrance, certes on maximise la croissance, mais on peut également maximiser des problèmes intérieurs. Et donc, c'est un équilibre à trouver. Et c'est vrai que pour le moment, on voit bien que les Américains votent finalement toujours Donald Trump, comme on a pu s'en apercevoir pendant les midterms. Bon, donc si je comprends bien, il y a quand même pas mal de nouvelles positives, ou en tout cas pas de grosses mauvaises nouvelles aujourd'hui, à part l'Italie, dans tout ce qu'on s'est dit. On a l'impression quand même que les risques sont relevés. Déjà, on a eu l'élection, et ça c'est vrai que ça nous polluait depuis plusieurs mois. On a vu Wall Street rebondir massivement après l'élection. On voit que la volatilité des marchés baisse quand même drastiquement. On a eu même un rebond sur les marchés européens qui ont, comme d'habitude, beaucoup plus dévissé que les marchés américains. C'est vrai qu'on a pas mal de soulagement. On dirait quand même que le gros des nouvelles est passé. On a des pays émergents qui se redressent après ces midterms. On a des devises qui reprennent des couleurs, notamment dans les pays émergents. Donc c'est vrai qu'on est un peu soulagé que le gros paquet d'élections de 2018, qui était quand même un record, soit enfin passé. Merci beaucoup Pierre Bismuth. Je rappelle que vous êtes directeur général et responsable des gestions chez Myria AM.